Edison, Ford, Steve Jobs, ce sont des noms qu'on connaît tous, qui font vraiment partie de notre quotidien. Oui, complètement. On utilise leurs produits, on vit dans un monde qu'ils ont en quelque sorte sculpté. Mais qui était-il vraiment derrière le mythe? C'est toute la question. Et c'est un peu ce qu'on va explorer aujourd'hui en se penchant sur le parcours de ces entrepreneurs de légende. On va essayer de voir ce qui les animait. Et la vraie question, au fond, c'est est-ce qu'il y a une recette secrète? un, un point commun entre tous ces personnages qui, souvent, partis de rien, ont changé le monde. C'est un peu la question à 1 million de dollars, ça. Exactement. Et ce qui ressort des sources, c'est que la réponse, elle est beaucoup plus nuancée qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas une simple histoire de succès et de comptes en banque qui explosent. Ah non, Non, on découvre leurs failles, leurs obsessions, même leurs échecs. Et surtout, on se rend compte que l'argent, en fait, c'est souvent juste une conséquence. Ce n'est jamais le moteur principal. d'accord. Le vrai carburant, c'est une sorte de pulsion quasi irrépressible de construire, d'innover, de bousculer un ordre qui leur semble absurde ou inefficace, quoi. C'est fascinant parce que ça va vraiment à l'encontre de l'image d'Épinal, l'entrepreneur qui veut juste faire fortune. Là, c'est plus une obsession. C'est une démangeaison qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de gratter. C'est ça. Et du coup, ça veut dire que cette discussion, elle s'adresse pas seulement aux futurs entrepreneurs, Non, pas du tout. c'est pour quiconque est curieux de comprendre les mécanismes de l'innovation et ces personnalités hors normes qui ont défini les 100 dernières années. Tout à fait. Et pour bien comprendre leur impact, il y a un concept économique qui est une excellente porte d'entrée. C'est la destruction créatrice de Joseph Schumpeter. La destruction créatrice. L'idée est simple, mais elle est très puissante. En gros, la croissance ne vient pas d'une amélioration continue, toute douce, elle vient de secousses, de ruptures où une innovation radicale en balaye une autre. Et au cœur de ce processus, il y a l'entrepreneur. C'est lui qui lance le nouveau produit qui va rendre l'ancien obsolète. C'est le cycle du neuf qui chasse le vieux, en somme. Mais alors, qui sont-ils, ces agents du chaos créatif? Les sources dressent un portrait assez précis. Oui, et c'est un point important à souligner. Le profil qui domine est très clair. Des hommes blancs, américains. Alors, évidemment, il faut le remettre dans le contexte historique, social, économique. L'accès au capital, les rôles sociaux, tout ça a longtemps été des obstacles presque infranchissables pour d'autres groupes. Bien sûr. On a bien sûr des contre-exemples géniaux comme Coco Chanel ou Madame C.J. Walker, une pionnière afro-américaine des cosmétiques, mais ce sont justement les exceptions qui confirment la règle. L'idée, ce n'est pas de juger, mais de constater. Pour mieux voir à quel point, on l'espère, le paysage est en train de se diversifier. Parfait. Alors, commençons par le début de cette histoire. Au tournant du XXe siècle, seconde révolution industrielle. Et là, il y a deux monuments aune. Thomas Edison et Henry Ford. Le duo fondateur en quelque sorte. Deux amis d'ailleurs. Ah oui? Oui. Oui, mais avec des approches radicalement différentes. On pense tout de suite à Edison, le magicien de Menlo Park. Lui, c'est vraiment l'archétype. Il a cette combinaison rarissime d'inventeur de génie et d'homme d'affaires redoutable. C'est ça. Il a industrialisé l'invention. Et il y a cette anecdote, elle est incroyable. Le premier enregistrement sonore de l'histoire, c'est lui, avec son phonographe en 1877. Mhm. Et la première chose qu'il enregistre, c'est pas un grand discours. C'est lui qui récite une comptine. Mary had a little lamb. Et ce qui est génial avec cette anecdote, c'est qu'elle cache toute sa philosophie. Edison, il n'invente pas pour la beauté du geste. Son mantra, c'était « Je ne veux rien inventer qui ne se vende pas ». C'est direct. Très direct. Il partait toujours d'un besoin du marché. L'ampoule électrique, par exemple, il ne l'invente pas dans le vide. Il sait qu'il y a un marché colossal pour remplacer les lampes à gaz. C'est la naissance de la R&D moderne. Une usine à invention, en somme. Mais ce n'était pas un saint pour autant, si je comprends bien. Ah, loin de là. Les sources rappellent son côté assez sombre, notamment sa rivalité féroce avec Nikola Tesla. Sur le courant continu contre l'alternative. Exactement. Edison a mené une campagne de dénigrement terrible. Il est allé jusqu'à électrocuter des animaux en public pour prouver que le courant de Tesla était dangereux. Ah oui, quand même. Ça donne une idée du personnage, brillant mais aussi impitoyable. Ce qui nous amène à son mani, Henry Ford. Il y a cette vieille blague qui dit qu'Edison et Ford tombent en panne de voiture avec le Père Noël. Le mécano arrive, il pensait à un problème électrique. Edison dit « Hein? Impossible, je suis Thomas Edison, l'électricité est parfaite. » Je la connais. Le mécano suggère le moteur.
Et Ford réplique « Impossible, je suis Henry Ford, le moteur est irréprochable ». Alors désespéré, il se tourne vers le troisième homme et lui dit « Et vous, j'imagine que vous allez me dire que les cadeaux sont déjà livrés ?» Elle est bonne. Parce qu'elle montre bien la différence. Ford, ce n'est pas un scientifique comme Edison. Sa révolution à lui, elle est conceptuelle. Oui. C'est lui qui a cette phrase célèbre qui résume tout. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu un cheval plus rapide. Attendez, mais ça c'est l'exact opposé d'Edison. Lui, il partait du besoin du client. C'est tout le paradoxe. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut être customer-centric, écouter le client, et Ford, lui, dit qu'il faut l'ignorer. En fait, il ne s'intéressait pas aux désirs exprimés, mais aux besoins latents. Personne ne demandait une voiture, mais tout le monde voulait se déplacer plus vite, plus loin. Je vois. Le génie de Ford, c'est l'innovation de processus. La chaîne de montage, c'est son œuf de Colomb. L'idée n'est pas de lui, il l'a vue dans des abattoirs, mais il l'applique à une industrie complexe. Et ça change tout. Et son deuxième coup de génie, c'est l'innovation sociale. Le fameux $5 a day. En doublant le salaire de ses ouvriers, il ne fait pas que de la philanthropie. Non, il crée ses propres clients. Exactement. Il leur donne les moyens d'acheter les voitures qu'ils produisent. La boucle est bouclée. C'est incroyable. Mais cette vision, elle a eu ses limites. Les sources le décrivent comme un visionnaire absolu pendant une décennie, et après, ça se complique. C'est la grande leçon de Ford, une sorte d'avertissement. Le paradoxe, c'est que l'obstination qui a fait son succès est devenue la rigidité qui a causé sa perte. Il est resté bloqué sur la Ford T noire, alors que le marché voulait de la couleur, du confort. Son succès est devenu sa prison. C'est un peu ça, oui. Ford a donc maîtrisé la machine pour les masses. Mais que se passe-t-il quand le produit devient une question d'identité, de désir? Ça nous amène directement dans un autre garage, quelques décennies plus tard. En Californie, On arrive à Steve Jobs. et là on change de dimension. Complètement. Il n'a pas seulement créé Apple, il a créé un style, une philosophie, presque une religion. Sa phrase « Stay hungry, stay foolish » est devenue un mantra. Et comme pour Ford et Edison, sa rivalité avec Bill Gates est très révélatrice. Gates a battu une plus grande fortune, mais il n'a jamais eu cette aura de Jobs. Jamais, et on retrouve le même débat, en fait. Écouter le client ou lui imposer une vision. Jobs, c'était un disciple de la pensée de Ford. Il disait « Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'on leur montre ». L'iPhone. L'iPhone, c'est l'exemple parfait. Apple n'a pas fait d'études de marché. Jobs avait une conviction, une vision, et il l'a imposée au monde. Il n'a pas répondu à un marché, il a créé le marché du smartphone moderne. Et ce qui a forgé sa légende, c'est ce parcours. En 2 temps. L'échec, l'éviction de sa propre boîte, puis ce retour triomphal pour sauver une Apple moribonde. C'est un scénario hollywoodien. Carrément. Ça le transforme en sauveur. Absolument. Mais là aussi, il faut nuancer l'icône. Les sources sont claires. C'était un homme incroyablement difficile. Ses colères étaient légendaires. Son management, tyrannique. Son arrogance. L'anecdote de sa Mercedes toujours garée sur les places pour handicapés. Oui, c'est connu. Mais son impact est tout aussi indéniable. C'est Barack Obama qui, à sa mort, a trouvé la formule la plus juste. Il a dit que Jobs était assez courageux pour penser différemment et assez talentueux pour le faire. Ces figures de génie solitaire sont fascinantes, mais le succès, ce n'est pas que ça. Les sources parlent d'un autre modèle, celui du duo, avec William Hewlett et David Packard. HP? Oui. On parle beaucoup de Jobs, mais eux, ce sont un peu les parrains de la Silicon Valley. C'est un contrepoint qui est essentiel. Leur plus grand apport, ce n'est peut-être même pas une technologie, mais une culture d'entreprise. Le HP Way. Le HP Way. C'est la matrice de l'esprit start-up. Un management décontracté, la confiance faite aux salariés, l'idée que la contribution personnelle vaut plus que les diplômes. Mais ce que vous dites est fou. J'ai lu une anecdote incroyable. Certaines de leurs offres d'emploi disaient en substance « Vous voulez de l'expérience avant de lancer votre boîte? Venez apprendre chez nous. » C'est de la folie, non? Aucune entreprise ne ferait ça aujourd'hui. Ils encourageaient leurs employés à partir pour devenir leurs concurrents. C'est contre-intuitif. Mais c'est ça qui est révolutionnaire. Ils partaient du principe que si on créait un écosystème d'innovation, tout le monde en profiterait, y compris eux. Ils ont compris que la culture était plus importante que le contrôle. Et ça contraste tellement avec les autres. Ah oui, on découvre 2 hommes décrits comme simples, humains. Leur moteur, ce n'était ni la gloire ni l'argent. C'était le plaisir de construire quelque chose ensemble, une communauté. D'accord. Donc on a les inventeurs industriels, les visionnaires gourous, les bâtisseurs de culture. Et les sources explorent une dernière catégorie, les rois de la distribution. Exactement. Pas forcément des inventeurs de technologie, mais des génies de la logistique et de l'expérience client. Ils ont changé la manière dont les produits arrivent jusqu'à nous. On pense à Ikea, j'imagine.
On pense à Invar Kamprad, bien sûr, qui a repensé toute la chaîne du meuble, de la conception en kit jusqu'au magasin. Il a rendu le design accessible en optimisant chaque étape. Et dans le monde numérique, l'héritier direct de ça, c'est Jeff Bezos. Avec Amazon. Son déclic est fou. On est en 1994, il est à Wall Street et il voit que l'usage du web connaît une croissance de 2300% par an. Le chiffre est hallucinant. Il comprend qu'une vague immense arrive. Il plaque tout, guidé par une philosophie qu'il appelle le cadre de minimisation des regrets. Il se projette à 80 ans et se demande « Est-ce que je regretterais de ne pas avoir essayé ?» La réponse était évidente. Ce qui est puissant chez Bezos, c'est que les principes d'Amazon sont clairs dès le départ et ils n'ont presque pas changé. Le principe numéro 1, c'est l'obsession du client. Pas la satisfaction, l'obsession. L'obsession. Tout le reste en découle. Mais si on devait résumer son génie, ce n'est pas juste l'intelligence, c'est sa capacité à différencier une tendance passagère, comme la bulle Internet de l'an 2000, et un changement structurel permanent, l'arrivée d'Internet comme infrastructure fondamentale du commerce. Donc son flair, c'était une analyse en profondeur. Il n'a pas parié sur un produit, mais sur l'infrastructure elle-même. C'est exactement ça. Il a parié sur les rails du train, pas sur un type de locomotive. En commençant par les livres, un produit simple, facile à expédier, il a construit l'infrastructure qui lui a permis ensuite de vendre absolument tout. Le coup de génie stratégique. C'est ça. Alors, au bout de ce voyage, que retient-on? Si on doit distiller l'idée principale, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette miracle. Non, c'est la grande leçon. Pas de portrait robot unique. On a vu des innovations d'une complexité folle et d'autres d'une simplicité désarmante, comme la chaîne de montage. On a vu des personnalités opposées, de l'empathique comme Packard aux tyrans brillants comme Jobs. Le point commun, alors? Le point commun, il est dans l'apport. Ils ont tous apporté quelque chose de radicalement nouveau. Une technologie, un service, une culture, ou simplement l'accès pour tous à un produit qui était réservé à une élite. C'est cette obsession de construire le nouveau qui les définit, bien plus que l'argent. Pour finir, projetons-nous un instant. Si la marque des grands entrepreneurs, c'est d'anticiper les vagues de leur époque, quelle pourrait être la prochaine way? Les sources suggèrent des pistes. Oui, on peut penser à la silver economy, l'économie liée au vieillissement de la population. Il y a des besoins immenses et nouveaux qui apparaissent. C'est vrai. Ou encore le secteur des services, où il y a encore d'énormes gains de productivité à faire avec la technologie. Mais la question, elle reste ouverte. Et c'est peut-être la pensée la plus stimulante pour conclure. Les parcours de ces légendes, d'Edison à Bezos, montrent que les plus grandes révolutions viennent souvent d'endroits inattendus. Deux personnes qui ont juste regardé un problème avec des yeux neufs. Tout à fait. Et explorer leur histoire, finalement, ce n'est pas seulement regarder dans le rétroviseur, c'est peut-être trouver l'inspiration pour celles et ceux qui voudront à leur tour façonner les prochaines décennies.